Oh, bonjour, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno, Bonjour Eric, ça va bien? ça va bien toi? Oui, merci. Oui. Aujourd'hui, on a déjà fait des épisodes précédemment sur les nouveautés de C Sharp 7 qui étaient Mhm. sorties avec la sortie de Visual Studio le 7 mars dernier. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur dans l'outil lui-même, donc Visual Studio. Oui, donc on va faire un peu le tour de quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées avec Visual Studio 2017. Ouais, parce Autant que pour le... j'ai vu la liste, puis il y en a pas mal. est très longue, oui. On ne Ouais. couvrira pas tout, évidemment, parce qu'il y en aurait pour vraiment beaucoup d'épisodes. Mais on va passer en revue certaines des choses qui ont retenu mon attention. Puis qui évidemment sont disponibles dans toutes les versions de 2017, c'est-à-dire Community, Professional et Enterprise. Puis on va garder aussi un focus développeur sur ces features-là, pas nécessairement toutes les autres affaires qui nous intéressent un peu moins. Donc on va vraiment focuser sur les choses qui sont utiles à nous. Au développement, exactement. Donc, la première chose que je voulais vous parler, en fait, c'est au niveau de l'installer, qui a vraiment été amélioré. Première chose qu'on peut voir au niveau de l'installer, c'est les workloads qui ont été ajoutés pour nous permettre facilement de sélectionner toutes les composantes qu'on a besoin pour le type de projet qu'on veut faire. Donc c'est un peu comme des scénarios d'utilisation du produit, puis déjà toutes les features nécessaires sont comme présélectionnées. Présélectionné, oui, puis même on le voit carrément. Exemple, si on sélectionne ici le Universal Windows Platform, puis on va voir au niveau des composantes individuelles, on voit que, par exemple, .NET natif, .NET portable, toutes les choses qui sont propres à ce type de projet-là sont sélectionnées. OK. On n'aura pas à chercher un package ou une feature qui manquerait une fois que le workload a été sélectionné. Tout va être inclus. Mais on peut quand même, rendu là, encore choisir individuellement une composante spécifique qu'on Oui, aurait besoin. exactement. Si on allait par exemple ici choisir, on pourrait faire du mobile development, par exemple avec .NET, avec la suite de Xamarin. On s'en va voir côté composante. Puis si par exemple, nous, on sait qu'on vise une version spécifique d'Android pour le NDK ou le SDK, on la sélectionne en plus, ça va s'installer. Autre fonctionnalité aussi qui est intéressante et qui est bien démontrée par le fait que toi, tu as Enterprise l'installer. Là, on voudrait installer Community. C'est sûr qu'à la base, si on l'installait comme ça, on se ramasserait avec deux shortcuts de Visual Studio 2017. Faudrait au final aller les renommer ou à chaque fois regarder le tooltip pour savoir c'est lequel qu'on Ouais, démarre. OK. Ils ont ajouté la simple fonction de rajouter un nickname sur l'installation. OK. Donc là, on pourrait l'appeler Community. Puis ça serait reflété dans ton shortcut au niveau du Developer Command Prompt. Donc un peu plus facile de se retrouver si on a besoin d'avoir les deux éditions en Je parallèle. pense que c'est nouveau, ça, le fait qu'on peut les installer side by side. Je pense qu'avant, si tu avais déjà une version de Visual Studio, tu essayais d'en installer une autre, ben c'était pas Il y avait un nécessairement conflit, ça marchait compatible. pas. C'était C'est ça. un ou l'autre, il fallait que tu les installes. Donc là, on pourrait, parce que moi je sais, si je fais souvent des présentations, l'intérêt c'est d'être capable de aussi avoir une version peut-être plus accessible à plus de gens. Donc tu peux Mhm. faire une démo avec une version community ou professionnelle. Pour montrer, c'est ça, que les fonctionnalités fonctionnent même avec la version qui est gratuite du produit. Cool. Donc, là, on a vu un peu les nouveautés de l'installer. Là, tu vas nous parler un peu des nouveautés de l'IDE. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau vraiment au niveau facilité puis performance, en fait. Oui, ben c'est ça, surtout l'aspect performance. Dans le fond, j'ai pris parce que il nous a annoncé avec Visual Studio 2017 que la performance avait grandement été travaillée pour que les solutions s'ouvrent plus rapidement. Ouais. Puis je pense qu'on a tous eu des projets de petite, moyenne envergure que ça prenait pas grand-chose pour que ce soit long à ouvrir. Donc, Ouais, puis même moi, j'ai assisté un peu à ces présentations-là au MVP Summit, puis il y en a qui posaient la question. En fait, il y allait de façon incrémentale dans la salle, ils posaient la question combien d'entre vous ont des projets avec des solutions avec plus que 10 projets? Les gens levaient la main, là, plus que 20, 50. Il y en a jusqu'à plus que 100 ou 200 projets dans une même solution. Je pense que pour eux, le scénario s'applique très bien. ça s'applique très bien, ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé avec un projet qu'on a travaillé dessus récemment ensemble. Dans le fond, une solution qui contenait 15 projets. Donc, rien de trop évolué. Quand même, chaque projet était quand même assez petit. Mais c'était pour me donner une idée du temps que ça prenait à l'ouverture. Donc, j'ai commencé par l'ouvrir avec 2015 qu'on utilisait. Puis ça prenait un temps d'environ 10 secondes pour avoir notre solution complètement chargée, prête à être utilisée. On arrive au niveau de 2017, j'ai refait le même test, donc la même solution, aucun changement dans les propriétés.
on est passé à 6 secondes. Donc, c'est un 40 de gain. C'est un gain assez important. Ouais. Si on transposait ça sur justement une solution qui a 100 projets, bien, on verrait quand même une grosse différence. Ouais. Mais il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux, oui. Une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajoutée au niveau de 2017, c'est le Lightweight Solution Load. Donc, ça, dans le fond, l'idée de ça, c'est que ça nous permet de loader la solution très rapidement parce que les projets ne seront pas automatiquement loadés. Ça va être plus au moment de les utiliser que là, ils vont le charger à la pièce. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir notre solution en très peu de temps. Pour faire ça, on a sur notre solution la possibilité de l'ajouter ici. Donc, on pourrait l'activer sur notre solution. Ça va permettre que la prochaine fois qu'elle est ouverte, ça fonctionne. Sinon, il y a moyen, parce que par défaut, ce n'est pas activé au niveau de Visual Studio. Donc, on a moyen d'aller dans les settings pour l'activer pour toutes nos solutions. Okay. Puis là, on parlait de l'exemple qui est passé de 10 secondes à 6 secondes. La même solution, en ayant activé le lightweight, on parlait de 3 secondes pour l'ouvrir. OK, fait que là, on vient de gagner 70 du temps de load pour quand même un gain. Puis par la suite, justement, dans beaucoup de projets, comme cet exemple-là où il y a 15 projets, généralement, on va travailler dans un ou deux parce que les autres sont un peu plus stables, ils contiennent leur fonctionnalité, c'est encapsulé. On n'a pas besoin de les ouvrir. Ou très peu, très rarement. Puis à ce moment-là, quand on va y accéder, ils vont s'ouvrir. Sinon, les autres projets sont accessibles très rapidement. Une autre chose aussi que je sais, que tu peut-être parleras pas, mais au niveau du load des extensions dans Visual Studio, pour avoir assisté aux présentations aussi là-dessus, Microsoft ont changé la façon dont les extensions sont chargées maintenant dans Visual Studio, sont aussi chargées en différé. Fait que Visual Studio lui-même démarre plus rapidement qu'avant. L'inconvénient de ça, pour ceux qui utilisent des extensions, comme moi, je suis un fervent utilisateur de ReSharper, ça peut vous arriver au départ de Visual Studio que bon, vous n'avez pas tout de suite vos fonctionnalités de votre extension parce qu'ils ne sont pas encore loadés, mais ils vont l'être plus tard. Donc ça aussi, c'est une autre amélioration qu'ils ont fait. Puis si une extension qui prend du temps, vous allez avoir une bande jaune en haut qui va dire il y a une extension qui prend plus de temps que prévu, puis c'est probablement celle-là qui retarde votre expérience. De la solution. Donc, excellent. Dans les performances, Microsoft ont fait une bonne job au niveau du Studio. Oui, clairement. Donc, au niveau de l'IDE, on a vu que les performances sont améliorées. Maintenant, qu'est-ce que tu veux nous parler ensuite? Je vais vous parler de la page de démarrage, ouais. qui est à la base très simple, mais deux petites choses, une vraiment mineure, mais une un peu plus importante qui a retenu mon attention. Je vais commencer par la mineure, qui est peut-être un petit clin d'œil à ceux qui, comme moi, ne sont pas fans de cette section-là. La section des nouvelles de développeurs, que auparavant, ça prenait peut-être le 2/3 de la page de démarrage, si on pense à 2015. Quelque chose qui était peut-être assez imposant pour nous lister les nouvelles. On peut aujourd'hui la cacher. Wow, okay. Donc, comme je disais, c'est très mineur, mais pour les gens qui ne veulent pas les voir ou par exemple qui auraient désactivé le lien d'où les nouvelles sont puisées, ben, on peut le cacher puis ça laisse la place à vraiment nos solutions récentes, l'ouverture de projets de solutions et de la nouvelle partie que là, je vais vous parler un peu plus en détail, la section pour les nouveaux projets. Si on pense à ce qu'on avait dans Visual Studio 2015, ouvrir un nouveau projet, on faisait simplement New Project, ça nous ouvrait la fenêtre modale où on pouvait choisir à travers la liste de projets. Ouais. Puis on avait une espèce d'arborescence pour grouper les différents templates de projets qui existaient dans Exactement, c'est ça. Donc on pouvait se retrouver là-dedans. Généralement, on n'utilise pas 25 sortes de projets différents. On travaille souvent Windows Application, nos applications mobiles, website. Donc c'est assez un créneau un peu plus restreint sur qu'on travaille. On fait souvent le même type de projet qu'on a fait avant. C'est rare dans les derniers projets, c'est souvent les mêmes templates qu'on utilise pour les projets qu'on fait. Exactement. Donc, tu m'amènes justement au point qui est intéressant, c'est que là, cette section-là, on a déjà en partant une section des templates récemment utilisés. Donc, on veut démarrer un nouveau projet, on a notre liste ici. On peut choisir à travers les templates qu'on a utilisés récemment et on part directement un nouveau projet avec ça. Plus besoin de faire New, pas de fenêtre qui apparaît. Un clic, notre projet est démarré. Puis l'autre fonction qui est intéressante aussi, justement, c'est la recherche de templates. Donc, encore là, on avait cette possibilité-là dans la fenêtre modale qui s'ouvrait avant, mais là, c'est vraiment disponible directement à partir de la page de démarrage. Donc, si je voulais, par exemple, créer un nouveau projet avec Xamarin, là, je pense que tu n'as pas le framework Xamarin d'installer sur ton ordinateur, mais
ça nous sortirait la si liste. Si tu cherches quelque chose comme ASP.NET, probablement que j'ai un framework. Exactement. Si je cherche simplement ASP, là, à ce moment-là, on voit tous les projets qui sont possibles là-dedans. On le sélectionne. Évidemment, on peut quand même retourner à la fenêtre standard, mais je pense que dans la majorité des cas, on va pouvoir passer par ici, puis se sauver quelques clics, mais qui rendent, c'est tellement plus agréable de ne pas avoir le travail. Les dialogues tout le temps, puis confirmer, puis tout ça. Donc, exactement. Puis en moins de temps, on peut se ramasser à commencer à travailler sur notre projet. Puis dans le fond, c'est ça qu'on veut faire au final. Oui. Bon, donc là, Bruno, on va aller un peu plus dans le code, dans ce qu'on a comme fonctionnalité de nouvelles dans Visual Studio pour nous aider à développer, à naviguer notre code. Exactement. On va commencer par, je pense que tu vas reconnaître la fonction, toi qui es un fervent amateur de ReSharper, notre fameux CTRL-T, qui est dans le fond un go-to-all. Donc, on peut facilement maintenant, à l'intérieur de Visual Studio, sans avoir à débourser pour un ReSharper supplémentaire, nous permettre de naviguer simplement avec nos keywords, que ce soit sur nos classes, nos fichiers, nos méthodes, directement à partir de cette interface-là. Puis on a un onglet Preview aussi qui est disponible pendant qu'on navigue dans le code pour voir à peu près où on arriverait si on naviguait vers là. Oui, c'est ça. Puis ça serait aussi simple que justement de sélectionner notre élément, faire Enter, on tombe dessus. Puis on peut voir aussi que c'est possible de filtrer pour seulement les fichiers, seulement les types, les méthodes. La possibilité du Quick Preview qu'on parlait, du Preview Tab en fait, qui peut être activé ou non selon si on préfère avoir cette fonction-là. On peut même recentrer l'écran si jamais on veut l'avoir un peu plus au milieu. Mais dans le fond, c'est ça. C'est donc une fonctionnalité qui nous permet de rechercher rapidement à travers nos différents fichiers. Intéressant. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le fameux Find All Reference qu'on avait auparavant, qui nous listait peut-être un peu bêtement la liste de toutes nos références qu'on trouve sur une propriété ou une classe qu'on cherche. Aujourd'hui, on voit déjà une grande amélioration. Tu as du syntax highlighting déjà qui est mieux. C'est ça. On a le highlighting qui est mis en évidence. On a possibilité de grouper ici. Donc, comme là en ce moment, c'est par projet que j'en ai un seul, puis par définition de classe. Mais on pourrait y aller seulement avec les définitions. Différentes options qu'on a là-dessus pour chercher selon nos besoins. Puis évidemment, on a quand même aussi un preview quand on met notre souris, c'est ça le tooltip qui nous montre dans quel contexte que cette ligne-là est. Surtout dans le cas ici que ça se ressemble pas mal tout, c'est bien de voir à quel endroit est-ce qu'on est. On peut y aller directement. Donc, belle amélioration au niveau de cette interface-là. C'est un peu plus... ça nous parle un peu plus quand on l'utilise pour chercher nos choses. OK. Ensuite, vous avez probablement remarqué, depuis qu'on est dans l'écran tantôt, les petits pointillés. Ouais. Donc, les guidelines qu'on a au niveau de nos méthodes et de tous nos blocs de code, que déjà, moi, je trouve que juste visuellement, ça aide un peu à voir... Aligner ces choses, voir de quel bracket qu'on parle quand on s'aligne dans le code. Exactement. Pour l'indentation, c'est un peu plus clair. Puis ce qui est intéressant aussi, si je m'en vais un peu plus loin dans la classe, si je mets ma souris sur le guideline, on voit vraiment tout le stack, le contexte de notre bloc de code qu'on a en ce moment. Donc, on voit que ici, notre if fait partie de la classe, de la méthode createPersonFromName, de la classe program, du namespace. Donc, on a vraiment génial. Plus besoin de scroller jusqu'en haut de notre classe, vérifier où on était, retourner où est-ce qu'on était pour ensuite faire les changements directement à partir des guidelines. Une dernière chose que je voulais vous montrer aussi, qui est peut-être pas pour les développeurs qui font des solutions .NET à proprement dit, mais comme on a souvent travaillé sur d'autres projets, que ce soit, je donne un exemple, en PHP ou JavaScript, ces choses-là, qu'on n'a pas nécessairement la structure de solution et de projet de Visual Studio, on a la possibilité maintenant directement, soit par Visual Studio, d'ouvrir un dossier. OK. Ou, un peu à la Visual Studio Code, en fait. Exactement. C'est une fonctionnalité qui est quasi similaire à ça. Ou on a même la possibilité directement à partir de Windows Explorer d'ouvrir un projet dans Visual Studio 2017. Un dossier, en fait. Donc là, on va voir que le dossier est ouvert directement avec navigation de fichiers. Là, ici, peut-être une petite subtilité qu'on peut voir, c'est qu'on a aussi la possibilité de voir directement soit la vue solution,
dans le cas où on aurait une solution dans cet exemple-ci, ou vraiment la vue Fichier. avec les fichiers. Ah, Donc, c'est une petite subtilité. Si jamais on ouvrait justement un projet ou un dossier qui contient des solutions, on aurait moyen de basculer à la vue standard pour nous permettre d'ajouter des solutions des fichiers dans nos projets. belle fonctionnalité. En fait, même ça peut même te permettre d'éditer le fichier solution, ce qui était un peu moins évident à faire avant, probablement avec l'ancienne version de Studio. Il fallait vraiment closer la solution, l'éditer avec un éditeur texte. Là, on pourrait, en mode folder, aller ouvrir la solution, probablement pour l'éditer textuellement si on a des choses particulières à faire dedans. Oui, exactement. Puis moi, je m'en suis servi même pour monter le projet qu'on a mis sur GitHub pour cette présentation-là, pour éditer mon README. Donc, c'était facile de basculer entre la solution standard où je voyais mes fichiers, mon code, ou vers la vue fichier où je pouvais accéder à mon README et l'éditer selon mes besoins. Super. Donc, tu nous as dit tantôt, Bruno, que la version 2017 de Visual Studio nous permettait quasiment de se passer de ReSharper. Qu'est-ce qu'ils nous ont ajouté pour nous aider à faire ça? Très simplement, du refactoring. Okay. Donc, on s'entend que ReSharper, c'est souvent utilisé pour refactorer nos méthodes, notre code qu'on n'aurait peut-être pas placé idéalement. Beaucoup d'options ont été rajoutées justement pour nous simplifier la vie là-dessus. La première que je veux vous parler, c'est l'initializer. Donc, le cas très simple où on a notre déclaration, par la suite, on a une affectation de propriété qu'on pourrait simplement, avec l'initializer, mettre directement dans la déclaration de l'objet. Okay. Donc, on voit ici déjà en partant que le visuel du refactoring nous indique clairement ce qui va se passer. Et on a directement le refactoring. Cool. Ensuite, ça va un peu en lien avec ce qu'on a vu pour les nouveautés de C# 7, c'est l'inline declaration pour les variables de type out. Donc là, notre datetime qu'on avait auparavant qui passait dans le try parse ici, on peut maintenant facilement refactorer vers la nouvelle manière de faire de C# 7. Donc ça, c'est une nouveauté un peu que Visual Studio a introduit, c'est-à-dire quand il ajoute des features au niveau du langage, maintenant, ils sont beaucoup plus flexibles au niveau de l'éditeur et qu'ils essaient d'introduire les bonnes pratiques aussi. Donc, l'éditeur suit les nouveautés en même temps, au lieu de ne pas trop les suivre puis de ne pas nous aider. Parce que dans le fond, c'est des fonctionnalités que si on ne les connaît pas, l'idée ne nous aide pas à les découvrir, mais maintenant, ils nous aident à découvrir ces fonctionnalités-là. Exactement. Puis ça m'amène à peut-être un point qu'on va voir un peu plus tard, mais justement un refactoring qui a été rattrapé, mais qu'on pouvait déjà faire ce code-là depuis C# 6. On va le voir un peu plus tard. Donc, la prochaine chose, c'est les expression throw. Encore là, que tu nous as parlé dans un de nos épisodes sur C# 7. Donc, ici, on a justement notre fameuse vérification. Si notre objet est nul, alors on throw une exception. Sinon, plus tard, on va l'affecter. Donc, ici, ce qui va nous être possible, c'est d'utiliser le throw expression directement sur notre variable. Là, on pourrait faire la même chose sur notre last name ici. Donc, on tombe à une méthode, si on regarde par rapport à ce qu'on avait, beaucoup plus clean, facile à lire, puis ça simplifie grandement la lisibilité du code. Exact. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est, moi je sais que je le fais souvent quand je suis dans le feu de l'action, je travaille dans mon projet, je mets mes nouveaux types, mes nouvelles classes directement dans le fichier où je suis. Parce que je veux les construire au fur et à mesure que je travaille, je ne veux pas avoir à me promener entre plusieurs fichiers. Ouais. Par contre, ce qu'il fallait faire avant pour ramener ça dans un autre fichier, c'était par exemple aller sur notre projet, ajouter un nouveau fichier qu'on nommait évidemment de la même manière. Là, on prenait notre code, on le collait de l'autre côté. Pas mal d'opérations juste pour déplacer une classe au final. Donc là, ce qui nous est possible maintenant, c'est simplement sur notre classe de la déplacer vers son fichier. Aussi simple que ça, on peut voir ici que la classe a été déplacée. Oh, super. Belle petite fonctionnalité. Une autre aussi qu'on n'avait pas avant, mais qui, à mon avis, va être très pratique. Parfois, on a des moments où soit on a renommé notre classe, soit on a fait un typo justement en la nommant, puis on n'a pas pensé renommer. On se ramasse avec notre classe que le nom n'est pas en synchro avec le nom du fichier. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est vraiment soit renommer notre fichier pour qu'il concorde avec le nom de notre classe, ou on a la relation inverse. Donc, peu importe à quel endroit on s'est trompé ou on a fait un changement, on resynchronise. On peut resynchroniser facilement. Donc, vous voyez, le fichier a été mis à jour.
Et là, si on revient à ce que tu nous disais tantôt par rapport au fait que maintenant, l'IDE est capable de nous proposer les fonctionnalités de refactoring, des nouvelles fonctions qui ont été mises en place. Ça m'a fait penser au string interpolation, Ah oui, c'est fameux. Oui. qui nous a été introduit dans C# 6, qui est dans le fond la déclaration de notre string avec le signe de dollar en avant, qui nous permet de mettre les variables directement à l'intérieur. Là, on peut maintenant directement le faire avec le refactoring de Visual Studio 2017. Donc, c'est ça. On parle d'un cas que, justement... C'est un cas de rattrapage, mais au moins... C'est un cas de rattrapage, mais ça montre qu'ils mettent les efforts, comme tu disais, pour que les nouvelles fonctionnalités puissent nous être présentées, puis si on n'a pas passé à travers nos épisodes, par exemple, ou par les release notes de Visual Studio de Microsoft, on ne peut pas savoir qu'ils existent. Oui, ça, c'est une des plaintes que les gens avaient. En fait, c'est un des feedbacks qui était donné à Microsoft. C'est comment aider les développeurs à découvrir les nouvelles fonctionnalités, autant du langage que de l'IDE. Puis je pense que ça, c'est un bon pas dans la bonne direction. Un très bon pas en avant, puis on revient à ce qu'on disait tantôt, un très bon pas vers l'utilisation unique de Visual Studio et non d'outils supplémentaires pour nous aider à faire ce travail-là. Super. Donc, tu veux nous montrer d'autres choses au niveau de l'éditeur, comme fonctionnalité qu'on a de plus au niveau de l'IntelliSense puis des exceptions? Oui, au niveau des exceptions, ces choses-là, oui, exactement. Donc, la première que je veux vous montrer, c'est pour l'IntelliSense. Donc, on a eu une belle amélioration au niveau des filtres qu'on peut appliquer sur ce qui nous est affiché. Donc, un peu comme le GoToAll qu'on a vu tantôt, il est maintenant facile de filtrer soit sur, si on voulait voir seulement les variables locales, les différentes classes dans le cas où on utiliserait une classe, les méthodes. Donc, c'est rendu beaucoup plus facile de filtrer avec ça. Puis, ce qu'on peut voir aussi quand je mets ma souris sur les curseurs, c'est que chacun a un raccourci de clavier. Okay. Donc, on peut le faire sans avoir à enlever notre main sur le clavier, aller sur la souris, se promener entre les deux. On peut tout faire à partir du clavier pour filtrer ce qu'on veut utiliser. C'est les hotkeys, c'est mon genre. C'est exactement ça que j'ai pensé quand je voulais démontrer ça. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités. Par la suite, c'est au niveau du debugging, quelque chose qui est assez intéressant. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'aime bien mettre des breakpoints temporaires quand j'ai besoin, des fois, en débuggant, de me rendre à certains endroits. Là, on n'a plus besoin de faire ça. Là, dès qu'on tombe en mode debug, ce qu'on peut faire, c'est simplement aller, comme là, vous voyez par ici, par exemple, ici, j'appelle la méthode createPersonFromName. On va aller ici, puis moi, je veux me rendre là. Mon but, c'est d'aller débugger à cette ligne-là. Je peux simplement faire le run to click. Donc, à côté de chaque ligne, on va avoir la possibilité de faire un run to click qui nous permet d'aller directement à cette ligne-là. Donc, peu importe où on veut aller, on appuie, ça y va directement. Là, la prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je le laisse en debug, c'est au niveau de la gestion des exceptions qui est améliorée. Donc, je vais laisser le programme continuer. Il est rendu sur l'exception. Et vous voyez, on arrive sur l'exception parce qu'évidemment, on voulait créer une personne, pas de nom, avec les nuls, donc ça nous a lancé l'exception qu'on avait tantôt. Ce qu'on voit ici, c'est le nouvel écran d'assistant pour l'exception. Première chose que je veux vous montrer là-dessus, que je trouve merveilleux, c'est qu'on n'est plus pris avec la fenêtre modale. Donc, c'est facile de tasser ça, continuer à le voir qu'est-ce qu'on a fait qui a causé le problème, facilement naviguer. Pas besoin de la fermer, scroller pour aller voir ce qu'on a fait. Avant, dès qu'on cliquait ailleurs, la fenêtre disparaissait, puis on perdait l'information de l'exception. Exactement. Il fallait revenir dessus. Donc là, c'est facilement possible de l'avoir et de continuer à se promener dans notre code. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, on a directement liner exception qui est affiché. S'il y en avait plusieurs, évidemment, à plusieurs niveaux, on aurait une flèche ici pour naviguer sur les différentes profondeurs de inner exception. Puis il nous afficherait probablement la plus profonde par défaut, parce que c'est probablement elle qui est la source de l'exception Probablement, initiale. oui. Puis c'est ça, donc ça élimine le fait de devoir ouvrir les détails de notre exception, aller voir au niveau de liner qu'est-ce qui se passe, plus besoin de faire tous ces clics-là. On a directement le visuel de ce qui se passe ici. Super. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, qui est dans le fond un peu reliée à justement toute notre expérience d'utilisation quand on est dans Visual Studio, c'est au niveau des extensions. Les extensions, on en a tous certaines que généralement on va se réinstaller partout où on va aller. Si on réinstalle notre ordinateur, on réinstalle Visual Studio, on va repasser notre set d'extensions qu'on préfère et qu'on travaille avec. Donc,
ce que Visual Studio, ce que Microsoft ont fait, c'est qu'ils nous ont rajouté les roaming extensions. Donc, on a moyen de définir sur des extensions d'être itinérantes sur notre profil de Visual Studio. Ce qui veut dire, évidemment, au même principe que les configurations, les settings de Visual Studio, une fois qu'on réinstalle, une fois qu'on se connecte sur un autre poste, toutes nos extensions qui sont configurées pour être roaming vont être ramenées automatiquement. Ah, donc, ça, c'est une belle chose parce que ça arrive souvent, soit qu'on travaille sur 2 ordinateurs différents dans des contextes différents ou comme tu dis, on réinstalle notre ordi, on veut récupérer nos réglages. Comme j'ai eu à le faire dernièrement, la plupart des settings étaient revenus, mais effectivement, ça, c'est une belle amélioration. Ça, c'est une belle addition, oui, exactement. Donc, ça fait le tour de ces fonctionnalités-là que je voulais voir avec vous. OK. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on a vu les nouveautés du Visual Studio 2017. Ce qui sont intéressantes pour plein de niveaux. En fait, on peut déjà éliminer des third parties qu'on utilisait. C'est pas que je veux pas utiliser ReSharper, je suis encore fervent de ReSharper. Je pense que ReSharper amène aussi une bonne valeur. Puis peut-être qu'on fera éventuellement un épisode là-dessus, oui. Mais je pense qu'effectivement, Visual Studio 2017 ont vraiment fait une job incroyable de nous amener des nouvelles fonctionnalités. Et il y en a plein d'autres. On vous invite à aller voir. Oui. On va mettre le lien en référence sur notre YouTube. Vous allez pouvoir voir les références vers les autres fonctionnalités de Visual Studio qui ont été ajoutées. Oui, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Puis évidemment, on n'a pas parlé des fonctions qui se sont rajoutées concernant, exemple, C#, Visual Basic, F#, Xamarin. On a des choses qui concernent JavaScript aussi. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui ont été mises en place. On n'a couvert qu'une partie, mais la suite se trouve, comme tu disais, dans les release notes. Donc, à la prochaine. Merci.